ont-ils besoin pour réussir? Moi, pour lancer ce thème... De clients. De clients. Oui, mais pour trouver les clients, encore une fois, il faut déjà un concept, un vrai savoir-faire, et je pèse mes mots, un vrai savoir-faire, et également, je pense, un franchiseur qui suit ses franchisés en mettant le curseur suffisamment subtilement, c'est-à-dire il ne doit pas évidemment être trop derrière ses franchisés au risque de devoir remettre en cause cette relation si particulière d'indépendant, mais il doit toutefois être présent, très présent même, parce que lui seul connaît le savoir-faire qu'il a mis en place, et donc lui seul est capable finalement de donner les clés de cette réitération à ses franchisés, et lui seul au quotidien peut accompagner le franchisé pour qu'il réussisse comme lui il a réussi. Et comme on l'a vu pour le premier thème, il a un intérêt plus que grand et évident à ce que son franchisé réussisse. Donc moi je dirais un savoir-faire, et un vrai savoir-faire, c'est quand même la clé, hein. C'est quand même la clé, c'est-à-dire que quand on a des concepts qui sont pas suffisamment au point, pas suffisamment originaux, qui répondent pas suffisamment aux critères de la franchise, eh bien on voit bien que les franchisés auront tendance à aller voir en tout cas ce qui se passe dans d'autres réseaux, ou alors après voler de ses propres ailes. Donc le savoir-faire c'est fondamental, mais également le suivi par le franchiseur. Effectivement, le savoir-faire du franchiseur est essentiel, c'est les fondations. Par contre, l'autre fondation, c'est de maîtriser l'application du savoir-faire sur le terrain. Et donc, à partir de là, il faut mettre en position le franchisé de s'inscrire totalement professionnellement et d'intégrer l'ADN de l'enseigne au sein de son point de vente. Donc, pour revenir sur Natura House, donc nous, on a axé sur... On a vraiment axé le développement sur plusieurs points. Déjà, le premier point, c'est la formation. La formation est très importante. Comme disait Jocelyne, la formation, chez nous, on ne peut pas devenir franchisé si on n'a pas passé une formation d'entrée, entre guillemets, qu'on appelle start-up, où on va balayer l'intégralité du savoir-faire de Natura House, surtout au niveau marketing, comment aller chercher des clients, comment on se positionne vis-à-vis des clients, etc. etc. Ensuite, nous avons décliné toutes les formations métiers qui sont liées aux opérationnels Natura House dans les centres, donc diététiciennes, conseillères, chefs d'entreprise, etc. On a différents programmes concernant ces formations. Concernant la Bible aussi, on a un intranet assez fort, donc ce qui fait que notre Bible et notre savoir-faire est remis à jour en temps réel, dès qu'il y a un besoin, dès qu'il y a un nouvel outil commercial ou une nouvelle directive sur des utilisations de compléments alimentaires ou un changement de process, la Bible, enfin l'intranet est remis à jour immédiatement et tous les franchisés ont accès en temps réel à tous ces outils. Et pour contrôler, parce que ça, il faut aussi contrôler, entre guillemets, aussi en temps réel, nos franchisés ont quelque part l'obligation, c'est fait partie de notre ADN, de terminer leur journée en renseignant le reporting en intranet sur leur activité journalière. Le chiffre d'affaires, le nombre de clients, le nombre de visites, etc. etc., etc. Tous ces chiffres sont compilés quotidiennement. C'est-à-dire que le lendemain, pour rien vous cacher, le soir même à 21h, nous, tous les responsables chez Natura House, on reçoit l'activité de tous les centres. Ce qui permet de détecter normalement, assez rapidement, s'il y a une défaillance et de pouvoir au minimum passer un coup de fil, qu'est-ce qui s'est passé, je vois qu'il n'y a pas eu de clients, etc., etc. Il y a aussi des franchisés qui oublient régulièrement. Ils oublient, ah bah oui, c'est pas grave, etc. Et ils ne se rendent pas compte de l'importance que ça peut avoir pour nous, parce qu'un centre qui a zéro activité pendant une semaine, on se pose de vraies questions. Et on se termine on peut très bien y aller directement, etc. Donc tous ces systèmes-là font qu'en réalité, on est relativement proche, on essaye d'être proche du réseau pour suivre l'activité et suivre au mieux l'application. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, loin de là, hein. C'est très facile ce que je dis, c'est un peu moins facile à mettre en application, mais on essaye de vérifier l'adéquation du savoir-faire à chacun de nos centres. Et effectivement, de toute manière, quand il y a un centre qui dérive, c'est les centres les plus proches à côté qui nous appellent.
Et là, c'est à nous de gérer, dans la joie et la bonne humeur, le problème. Voilà. Donc, pour rectifier le tir. Je pense qu'on a tous des points très communs à ce niveau-là, mais moi, il y a un point qui me paraît important. Avant même de démarrer la formation, il faut être certain que nos coachs, en tout cas dans notre domaine, c'est un point très essentiel, ont le bon profil. Oui, mais je reviens sur ce point-là parce que c'est absolument essentiel que nos coachs déjà soient des entrepreneurs, qu'ils aient un certain goût pour le commerce et pour une capacité relationnelle pour aller chercher des clients, parce que sinon ils peuvent justement ne pas réussir, et donc à prendre des risques, et aussi et surtout envie d'aider les autres. Parce qu'un coach qui n'aurait pas en priorité envie d'aider les dirigeants d'entreprise dont on s'occupe va assez vite se morfondre ou s'ennuyer ou être frustré. Donc si ça n'est pas sincère et si ce métier-là n'est pas le métier qu'ils veulent vraiment faire, ils vont mal le pratiquer. Donc ça, c'est vraiment avant de démarrer. Ensuite, évidemment, on a la formation, qui est une formation qui est très orientée opérationnelle pour leur permettre de démarrer très rapidement leur activité. Donc il y a des principes théoriques, la posture du coach, qui n'est pas une posture de conseil, qui n'est pas toujours évidente à intégrer d'ailleurs, mais il y a surtout les mettre en situation de très vite générer des contacts et donc des clients. Et là, les outils sont importants. Les méthodes de travail, comment pitcher, quels sont les bons scripts, comment se comporter avec un contact, comment animer une réunion de ce qu'on appelle une réunion de découverte avec un prospect. Ce sont des sujets qui sont extrêmement compliqués et qu'il faut simuler, qu'il faut reprendre systématiquement avec nos coachs, d'où l'importance, au-delà de la formation, de l'accompagnement, de la supervision derrière. Là, on a de nouveaux coachs. Nous, cette année, on en a 3-4 qui viennent d'arriver et qui sont récents. Et on voit toute la difficulté pour eux de lancer leur activité et de faire les premiers clients. Et pourquoi ? Parce que c'est un nouveau métier. Ils disent peut-être pas toujours ce qu'il faudrait dire. Ils posent pas les questions qu'il faudrait poser au bon moment. Et ça, ce sont des choses de pratique sur lesquelles il faut qu'on revienne. Qu'on puisse les sensibiliser, qu'ils se mettent en situation. Ça demande vraiment un gros travail d'accompagnement et de supervision. Ensuite, il y a un point dont tu n'as peut-être pas parlé, mais qui est extrêmement important pour nous, c'est tout ce qui concerne la communication. Nos coachs, ils demandent à pouvoir communiquer, à être perçus, à être vus, reconnus. Donc il faut qu'on ait derrière des outils pour les mettre en avant, pour leur permettre d'avoir des pages Internet, pour leur permettre d'avoir du contenu sur des posts, sur des newsletters. Donc il y a tout ce travail d'accompagnement en termes de communication et de développement de la notoriété du réseau. Georges, communication en interne vis-à-vis des autres coachs, afin d'être reconnu quelque part par le réseau. Ou ça va plus loin? Non, là je pensais plutôt à la communication externe, mais la communication interne était extrêmement importante en termes de dynamique. Ce qu'on essaye de faire, c'est de créer une communauté et de faire en sorte que les coachs entre eux s'entraident, voire développent des outils ensemble, voire animent des ateliers ensemble, ce qu'on fait déjà. Et ce qu'ils lancent après 2-3 mois d'activité, ils sont capables d'animer des ateliers. On essaye de trouver aussi des outils de télémarketing, par exemple, qu'ils partagent, ce qui fait que la solution est beaucoup plus économique quand on la gère à plusieurs. Donc, effectivement, il est très important qu'il se crée une dynamique entre les coachs eux-mêmes et qu'ils partagent leurs expériences, leurs difficultés pour progresser. Très important. Un concept, c'est l'opportunité pour un futur franchisé s'il a déjà de l'ancienneté. Ça lui évite d'essuyer les plâtres. Il faut choisir un concept qui fonctionne, a priori, qui a fait ses preuves. Être avec un franchiseur qui a des pilotes. Comme ça, il peut aussi aller visiter, même y passer plusieurs fois, quand il en a envie, s'il en a sur son département. Le métier de franchiseur ne s'improvise pas. Donc, le futur franchisé, pour réussir, doit aussi regarder comment est entouré ce franchiseur. Quelle équipe a-t-il autour de lui? Quelles sont les compétences
qui justement, toutes ces compétences-là l'accompagneront tout au long du terrain et du contrat de la franchise. Bien réfléchir pour cette future franchisée, pour sa réussite, à son projet et à ses attentes, que ce soit personnelles comme professionnelles. Il ne faut pas choisir une franchise avec le cœur, il faut le choisir avec le cœur, bien sûr, mais aussi avec la raison. Parce qu'on s'engage à se conformer au concept du réseau dans lequel on va adhérer. Il faut avoir un esprit de réseau. La franchise, c'est pas pour tout le monde. Il faut un accompagnement concret sur le terrain de la part du franchiseur. Il faut des équipes complètes, managériales, logistiques. Le franchisé doit bénéficier de cette force qu'il y a à la tête du réseau. Il y a aussi un point sur lequel je voulais insister pour la réussite, le succès de ce nouveau franchisé, c'est passer par l'aspect familial. Ce franchisé doit être très entouré professionnellement, nous l'avons développé, mais aussi dans sa vie personnelle. Il s'engage pour une certaine durée, il s'engage à beaucoup travailler, il s'engage à ne pas obligatoirement se rémunérer dans les premiers temps. Donc ça engage beaucoup de monde autour de lui. Et ça, c'est un des paramètres de son succès. Et après, un autre paramètre de son succès, c'est qu'il ne s'engage pas à vouloir refaire le concept. Nous, on dit toujours suivre le système. Voilà. Développez peut-être ce point, parce que là, vous le dites sous forme de boutade, mais c'est peut-être un point important. J'avais envie de conclure comme ça parce que ça parle à tout le monde. Je ne refais pas le concept. Je décide avec mon cœur, avec mes raisons, avec mes compétences, avec la formation, avec tous les paramètres que j'ai analysés qui m'ont fait décider de rentrer et de signer dans cette franchise. Je vais suivre. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et la vie d'une franchisée non plus, mais malgré tout, il faut rentrer dans un concept, suivre ce concept, l'adapter. Il a fait ses preuves, puisque je suis chez un franchiseur qui a normalement des pilotes et qui a lui-même fait un succès. Donc, je lui fais confiance. Après, en cours de route, peut-être que je vais effectivement parler de choses. Comme on dit tout à l'heure, un franchiseur, la tête d'un réseau, doit se remettre régulièrement en cause, doit écouter la base, mais là je vais venir après. Oui, non, ce que j'allais dire, effectivement, il faut quand même oui, il faut suivre le concept, mais également pour un franchiseur aussi être ouvert à minima aux expériences terrain des franchisés et aux remontées d'expérience. Mais vous avez tout à fait raison, il y a une frontière entre je remets complètement le concept en cause, j'ai finalement tout appris et voilà, et je vais donner des cours aux franchiseurs sur un concept qui a déjà fait ses preuves, comme vous dites, et la différence de je vais donner quelques petites informations que j'ai eues grâce à la confrontation au terrain et au quotidien. Moi, j'aimerais vous faire réagir sur. Vous avez évoqué ce thème à plusieurs reprises, d'ailleurs, mais sur un point que vous vouliez évoquer, donc c'est le point 3 de votre débat. Christophe Ban a parlé du reporting quasiment quotidien. Alors, si on était méchant, on pourrait dire, ou mauvais esprit, on pourrait dire que c'est presque du flicage. En fait, il a parlé de contrôle, hein. Il a parlé de contrôle, il a été honnête. Contrôle. Donc un contrôle quotidien de l'ensemble des franchisés que vous supervisez. Jusqu'où est-ce qu'il faut aller ou comment est-ce qu'on... Quelques indices. C'est-à-dire que voilà. Effectivement, le chiffre d'affaires, à vrai dire, on a l'information de l'activité globale du centre. On n'a pas l'information en direct live et le franchisé n'a aucune obligation de nous remonter des informations liées à l'opérationnalité avec ses salariés. Ça n'a strictement voilà, parce que, donc, il faut rappeler que chaque franchisé, enfin c'est le principe de la franchise, ce sont des commerçants indépendants. Ils sont d'ailleurs comptablement indépendants, juridiquement indépendants. Jean-Philippe Chenard pourra peut-être le rappeler tout à l'heure. Mais là, vous intervenez
Non, on intervient pas. Alors, On contrôle on a l'information de l'activité du centre, ce qui nous permet d'intervenir, nous, en animation, rapidement, si on détecte des anomalies. On ne va pas détecter l'anomalie du super chiffre d'affaires, c'est plutôt là, on est plutôt content. Mais effectivement, si ça ne va pas, on va venir, c'est nous qui allons aller vers le franchisé. C'est pas le franchisé qui va venir vers nous en disant j'ai besoin de vous. Mais vous comprenez la question, oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une limite. Pour être très clair, c'est que quand on va chez un franchisé, nous ne sommes pas chez nous. C'est son entreprise. C'est ses salariés. On n'a aucune directive directe à donner à un salarié d'un franchisé. On ne peut pas, et nous chez Naturus, on ne le fait pas. Le franchisé est libre de ses heures d'ouverture et de fermeture de centre. Vis-à-vis de nous, il s'engage à ce que ces heures d'ouverture et de fermeture soient cohérents par rapport à l'activité commerciale de son quartier. Voilà. Comme les prix de vente sont des prix conseillés. Donc à partir de là, on a une très grande sensibilité pour respecter l'indépendance de chaque franchisé. Et notre job à nous, c'est que le franchisé, alors on pourra parler de la culture des franchisés parce que on n'a jamais deux franchisés qui se ressemblent. Ce qui fait la richesse de notre métier, c'est que l'accompagnement est toujours différent en fonction des besoins. Mais ce qui est important pour nous, c'est de le mettre en capacité d'utiliser tous les leviers du modèle pour amener le maximum de valeur ajoutée dans son entreprise grâce au modèle. Parce qu'effectivement, on a nous aussi des franchisés qui pensent à refaire le concept, mais refont le concept où ils ont des idées qui peuvent être bonnes d'ailleurs, mais quelque part, aussi quelquefois, et bien souvent, sur des choses basiques liées à l'ADN, ils ont oublié, ils ne le font plus. Et ils dégradent, in fine, leur valeur ajoutée, donc qui peuvent apporter à leur entreprise. Et c'est notre travail à nous, de leur faire comprendre, parce qu'on ne peut pas l'imposer, de leur faire comprendre. Donc, on a une grande sensibilité à l'indépendance. Voilà. Vous intervenez, mais en toute indépendance. Ouais. Oui, alors nous, en ce qui nous concerne, ils ont quand même une obligation contractuelle qui est de nous faire un reporting mensuel sur leur activité et de nous transmettre leur bilan en fin d'année. Donc il y a quand même cette obligation auquel ils doivent se soumettre quelque part. Mais au-delà de ça, ce qu'on essaye de faire pour les aider, c'est de leur faire pratiquer ce qu'ils sont censés pratiquer eux-mêmes avec leurs clients. C'est-à-dire que quand on a un coaché, on se doit de l'inciter à se fixer des objectifs et de faire des points réguliers pour savoir où il en est dans ses objectifs, pour comprendre où sont ses difficultés, pour l'aider éventuellement à mettre en place de nouveaux axes de changement ou l'aider à progresser dans ses objectifs. Donc, on fait exactement la même chose avec nos coachs pendant au moins 6 mois et plus s'il le faut pour les faire réussir. Et donc on va chaque semaine, dans le cadre de la supervision, leur faire remplir un certain nombre de documents, notamment les objectifs de la semaine, leur agenda de la semaine, pour faire un point sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, et un tableau d'indicateurs de performance pour notamment savoir par rapport à leurs objectifs de génération de contacts, par exemple, ou de séances découvertes, ou de signature de contrats, ou d'autres aspects qui peuvent être importants dans le cadre du démarrage, de savoir où ils en sont. Donc ils sont pas obligés de le faire, bien entendu, mais c'est un outil qu'ils ont intérêt de suivre au mieux, parce que c'est ce qui peut les mettre en situation, en condition de réussir. Donc c'est pas une obligation, mais c'est la méthode. Je reviens d'ailleurs juste un instant sur la méthode. Je pense que quand on démarre une nouvelle activité, notamment cette activité de coaching en tant que franchisé, tout l'intérêt c'est de suivre le système. Parce qu'on a vite fait naturellement, quand on se trouve en situation, de dérailler ou de tout d'un coup se laisser à ses tendances naturelles, au lieu de par exemple se comporter en coach, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que c'est quelque chose qu'on constate très régulièrement. On a une tendance, surtout quand on a été expérimenté, qu'on a occupé des postes importants dans des entreprises, on a tendance à être à conseiller le prospect. Alors que la posture du coach, c'est plutôt de lui poser les bonnes questions pour qu'il prenne conscience lui-même
de ce qui devrait changer. Et ça peut complètement faire dérailler la réunion et ne pas conduire au résultat escompté. Donc il faut préparer la réunion, par exemple dans le système, il faut préparer la réunion, il faut envoyer un questionnaire avant la réunion au client, au prospect, et il faut essayer de suivre le déroulé logique de cette séance découverte. Si ça n'est pas fait, ça ne conduit pas au bon résultat. Donc je ne vois pas l'intérêt d'intégrer une franchise pour ne pas suivre ce qui a fonctionné en effet avant avec d'autres. Ce rôle-là que vous évoquiez, donc on n'intervient pas, on n'est pas interventionniste puisque le franchisé est un commerçant indépendant, est une unité indépendante, mais on suggère, on oriente, et on se retrouve. Alors combien de fois par an, sous quelle forme, chacun d'entre vous, peut-être vous pouvez nous donner votre expérience. C'est quoi? C'est un séminaire où on échange pendant un week-end, on se retrouve à faire du saut à l'élastique au-dessus d'un pont. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour justement faire passer ces idées sans être interventionniste chez le franchisé? Oui, alors il y a des variantes. Ça peut être effectivement un séminaire annuel, ça peut être des tables rondes que l'on fait par département. Les franchisés sont très heureux de se retrouver. Il y a toujours des nouveaux, donc ils ne se connaissent pas tous. Ils trouvent de l'aide. Les clients parlent parce que vont d'une franchise à une autre sur un département. Les clients rapportent des choses, donc ils sont très heureux de... Par an, par exemple, vous vous réunissez ou vous réunissez les franchisés? 2 fois par an, en ce qui nous concernait. Nous aussi, 2 fois par an. Et Christophe? Donc nous, c'est fait de manière surtout régionale. Cette année, on a réuni 2 fois les ensembles des régions, déjà cette année. Vous parliez aussi de l'intranet et des réseaux digitaux. Est-ce que ça aussi, ça joue un rôle pour créer un petit peu ces synergies? Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais la supervision, excuse-moi, mais juste la supervision hebdomadaire contribue aussi à l'amélioration. Pourquoi on demande ces indicateurs? C'est pour pouvoir travailler, c'est exactement la même chose que pour Christophe, c'est pour pouvoir corriger le tir ou accentuer un certain nombre de choses par rapport aux résultats obtenus ou pas obtenus. Je donne un autre exemple, c'est on fait enregistrer les séances de nos coachs face à des prospects. Ça nous permet de rectifier le tir, de les aider à corriger des choses. Donc on n'a pas besoin d'attendre les réunions biannuelles pour ça. On le fait chaque semaine. Oui, parce qu'il n'y a pas que la réunion. Hein. La réunion, effectivement, ça peut être une grande messe, ça peut être des tas de choses. C'est le plaisir de se retrouver ensemble, etc. Mais la vraie vie, ça se passe dans le centre. Donc c'est aussi la fonction de l'animation. Et donc là, on est complètement en géométrie variable. Hein. Comme je dis toujours, la priorité du soutien en animation, parce que c'est un vrai soutien, déjà, on va voir les centres en priorité qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal. Deuxièmement, on va voir les centres dont les franchisés nous demandent de venir. Si le centre fonctionne très bien et si le franchisé ne demande rien, et on peut faire que du téléphone et faire des visites, plus de courtoisie pour vérifier que tout va bien. Donc voilà, mais on est capable de passer beaucoup plus de temps et d'accompagnement sur des vraies difficultés quand on les a décelées ou quand le franchisé nous tire la sonnette d'alarme. Parce que, à vrai dire, il a tout intérêt à nous tirer la sonnette d'alarme, c'est encore une fois, c'est son entreprise. Nous, on a tout intérêt à ce qu'il fonctionne, parce qu'effectivement, moins il va fonctionner, moins il va y avoir de revenus pour l'enseigne, nous, notamment à travers les produits. Mais c'est un vrai challenge aussi pour lui de nous utiliser afin de bénéficier, pour faire bénéficier à son entreprise du maximum de potentiel qu'elle peut avoir. Jean-Philippe Chenard, et d'ailleurs aussi, Jean-Philippe, je te pose la question suivante. On parle franchise, mais comme vous le savez tous, et comme tous ceux qui suivent par exemple IREF le savent, quand on dit franchise, c'est un terme générique, il y a bien d'autres types de contrats entre une tête de réseau, le franchiseur, et les franchisés. Peut-être pourrais-tu évoquer justement comment ça se passe, ces relations entre franchiseurs et franchisés, quand il s'agit peut-être de partenariats ou d'autres, ou de concessions, ou de coopératives, d'autres types de contrats. Oui, Pierre, tu as tout à fait raison de le rappeler. Effectivement, on parle de franchise de façon un petit peu générique, mais d'autres contrats peuvent
s'appliquer aux relations entre un commerçant et un indépendant et une tête de réseau, la concession, le partenariat, la distribution sélective, etc. Bon, le principe, c'est qu'il s'agit de réseaux d'indépendants. Le principe, c'est que toutes les entités sont indépendantes, donc les distributeurs sont des commerçants indépendants. Donc, le principe, c'est toujours le même dans ces réseaux de commerce organisés, indépendants, comme on les appelle, c'est que il y a une dépendance dans l'interdépendance. J'ai commencé par là, je finirai peut-être par là, mais ça explique en fait toute la difficulté de gestion, d'où le sujet, la difficulté de gestion dans les réseaux d'indépendants. Effectivement, il y a un intérêt commun à faire évoluer, à faire marcher un concept ensemble, à le faire grandir, à le faire évoluer, mais néanmoins, c'est chacun chez soi. Mais d'un autre côté, on a une tête de réseau qui a créé un concept, alors que ce soit du savoir-faire dans le cadre de la franchise ou d'une expérience dans le cadre d'autres réseaux, et on a un distributeur qui va appliquer peu ou prou les mêmes concepts. Donc l'un va donner ses conseils, l'autre va les recueillir et va réitérer. Donc tout ça crée une relation de proximité évidente. Et d'où la tentation de certaines têtes de réseau et certains franchiseurs de pousser le bouchon un peu loin pour aller effectivement contrôler d'un peu trop près ce que fait le franchisé afin d'être certain que son concept sera bien appliqué. Donc tout est une histoire de dosage subtil, mais de dosage. Alors on a eu de la jurisprudence déjà ancienne qui a balisé le concept d'immixtion dans la gestion de l'entreprise franchisée par le franchiseur. Alors au départ, c'était des choses très incommodantes pour le franchisé. Par exemple, il y a eu des condamnations retentissantes de franchiseurs qui avaient exigé par exemple un pouvoir ou un mandat de la part du franchisé pour payer les fournisseurs, pour gérer même leurs comptes, afin de contrôle maximal. Donc, ces franchiseurs ont été condamnés depuis longtemps et les contrats ont pu être requalifiés en d'autres contrats que celui-ci, par exemple en contrat de travail. Mais là, on voit bien que le concept est dénaturé. C'est-à-dire, c'est pas au franchiseur d'avoir un pouvoir pour payer le fournisseur du franchisé, c'est pas à lui de faire ça. Même si on est dans une relation d'exclusivité d'approvisionnement entre le franchiseur et le franchisé. Le franchisé, il doit être maître de son commerce et donc maître de l'aspect évidemment administratif qui va matérialiser ses commandes. Donc ça c'est une jurisprudence qui est déjà bien établie, mais progressivement les franchiseurs sont un peu assagis entre guillemets et rentrés dans la norme. Mais d'autres pratiques se sont développées qui sont intéressantes à souligner aujourd'hui. Effectivement, le franchiseur, son intérêt, c'est de récupérer le maximum d'informations pour évidemment une bonne gestion du réseau. C'est ce qui sera mis en avant en premier lieu et ce qui est vrai. Le franchiseur doit avoir la plus grande information possible sur la gestion de ses franchisés, sur leur chiffre d'affaires, sur la façon dont ils fonctionnent, sur le nombre de produits qu'ils achètent, etc. pour pouvoir l'appliquer et gérer son réseau sur un aspect macro, si vous voulez. Mais il y a eu certaines déviances et il y a aujourd'hui certaines déviances qui sont évidentes. Aujourd'hui, ce qui est un lieu commun dans beaucoup de réseaux, par exemple, il y a un logiciel de caisse qui est lorsqu'on fait de la vente, qui est imposé. Alors le logiciel de caisse, il peut très bien, il est parfaitement compréhensible lorsqu'il s'agit de remonter du chiffre d'affaires de la journée ou de la semaine et voir lorsqu'on a mis en place une logistique particulière de passer le commande du réassort automatiquement, ça on voit bien que c'est de la bonne gestion. Mais on voit bien qu'on empiète un peu également tout de suite sur l'autonomie et l'indépendance du franchisé. Lorsque le franchiseur va passer, enfin lorsqu'il y a une commande de réassort automatique qui est passée, on voit bien que le franchisé, il n'a pas la main dessus, même s'il peut stopper la machine. Mais on voit bien que c'est une bonne gestion, mais néanmoins, il perd un peu de son pouvoir, si vous voulez, son autonomie. Et après, pour en finir, il y a aussi un nouvel aspect, mais qui est très nouveau dans
cette immixtion, qui n'en est pas une, mais voilà, c'est les récupérations des données des franchisés. Ça, c'est un sujet très actuel. On peut se poser la question de savoir si le transfert des données personnelles, notamment du franchisé au franchiseur, par ce biais, si le franchisé ne va pas perdre un peu de son pouvoir et de son autonomie. Le franchisé, il est commerçant indépendant, il est propriétaire de sa clientèle. Ça, en jurisprudence, c'est établi depuis très longtemps. Mais néanmoins, lorsque les données de ses clients sont transférées au franchiseur, on peut légitimement se poser la question de sa réelle autonomie. Voilà. Surtout qu'à la fin des contrats de franchise, et j'en rédige très régulièrement, on fait en sorte, et encore une fois, c'est de bonne guerre pour que le franchiseur continue son exploitation, continue la vie de son réseau, à le développer après même la fin des contrats de ses franchisés. Et il est de bonne guerre de, entre guillemets, de stipuler dans les contrats de franchise que le franchiseur pourra continuer à exploiter les données, y compris personnelles, des clients, des franchisés, aux côtés d'ailleurs du franchisé, pas en exclusivité, mais aux côtés, pour que l'exploitation puisse continuer. Donc cette notion de transfert des données personnelles du franchisé sur les clients, du franchisé au franchiseur, c'est quelque chose, c'est le point d'actualité aujourd'hui sur la problématique d'immixtion du franchiseur dans la gestion du franchisé. Et c'est quelque chose de nouveau parce qu'encore une fois, les anciennes situations sont déjà bien balisées en jurisprudence. Moi, je vous propose peut-être de conclure. Chacun, on fait un tour de table, chacun peut-être conclut sur ce thème, comment construire une relation pérenne et performante avec les franchisés. Je voulais conclure déjà ce troisième thème relatif à l'indépendance du franchisé. Là où est le pouvoir se trouve la responsabilité. Et Christophe a soulevé un point tout à l'heure important. Il a dit, nous regardons, parce que si nous voyons qu'il y a une semaine d'inactivité sur un centre, il se passe quelque chose. Donc, le franchiseur a aussi des devoirs. Et il doit accompagner et il doit aussi se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Une franchisée qui a des problèmes reste assez solitaire. Elle ne sait pas décrocher son téléphone, elle ne sait pas appeler. Je vais donner un exemple. Nous avons eu un appel d'une commerçante voisine d'une franchisée, mais au bout de plusieurs jours, parce qu'elle dit je ne comprends pas, le magasin reste fermé depuis tel jour. Est-ce que vous pourriez venir? Donc il y a, dans notre devoir d'accompagnement, effectivement, il faut savoir où est la limite de l'indépendance. Georges Druon. Oui, moi je rejoins un peu Jocelyne sur le rôle et l'importance de la tête de réseau et du franchiseur. Je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé et pas suffisamment, donc je vais en profiter pour cette conclusion, dire qu'il faut que la tête de réseau s'organise pour pouvoir faire en sorte que ces franchisés soient satisfaits, heureux, en bonne santé. Et donc, ça n'est pas toujours le cas. Ça veut dire qu'il faut structurer la tête de réseau, qu'il faut avoir les bonnes personnes au bon endroit, qu'il faut avoir les bons animateurs, qu'il faut bien manager les équipes, qu'il faut avoir mis en place les conditions du succès de son réseau. Et ça, c'est un gros travail au niveau de la tête de réseau. Et notamment, il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais qui est essentielle pour réussir, c'est que la tête de réseau se doit d'être claire dans la vision qu'elle a du développement de son réseau, dans les missions de son réseau, dans les finalités, dans les valeurs qu'elle souhaite voir représentées au sein de son réseau. Et ça, c'est un gros travail qui doit être fait par la tête de réseau. Et évidemment, en principe, c'est fait en amont, mais parfois, c'est pas toujours communiqué, c'est pas partagé. Et c'est absolument essentiel. Il faut que ce soit aussi non seulement bien managé, mais bien géré, une tête de réseau. Voilà. Entièrement d'accord avec toi, Georges. Moi, je dirais très simplement, je vais être assez court. Pour moi, la franchise ou le commerce organisé, quel qu'il soit, ou toute activité organisée, quel que soit le contrat, c'est avant tout se mettre en position pour la tête de réseau de gérer la force du collectif. Donc, à partir de là, si on se met en position de gérer la force du collectif, donc
en respectant chacun de nos franchisés, effectivement en globalisant les remontées de chacun de ces franchisés via les commissions de travail qu'on peut mettre en place, enfin, etc. Déjà, on va faire progresser le réseau. Mais c'est aussi être le gardien du temple. Parce que, in fine, quelque part, l'enseigne appartient à tout le monde, à tous ceux, à tous les franchisés qui travaillent à l'enseigne. Avec l'enseigne, elle appartient à tout le monde. Et nous, la tête de réseau, on est les gardiens du temps. On doit s'assurer en permanence que l'enseigne ne soit pas détériorée, va dans le bon sens, parce que c'est le nerf de la guerre, pas de clients, pas de chocolat. Donc si l'enseigne se détériore, et si on a de moins en moins de clients, et c'est tout le réseau qui va en compatir. Donc la tête de réseau a un rôle plus que majeur dans la pérennité de l'enseigne.